Bienvenue à cette troisième collation numérique. Donc, c'est les cyberviolences, comment réagir. C'est la troisième de la série des quatre rencontres alphanumériques pour la saison hiver 2021. Avant de commencer, je veux juste préciser un petit point. L'événement est enregistré. Donc, si vous venez à participer donc à la période de questions à la fin, si vous souhaitez montrer votre visage, utiliser votre voix, soyez au courant que tout est enregistré. Donc, juste pour que tout le monde soit en bonne connaissance de cause. Et en plus de se dérouler sur Zoom, on est repartagé sur la page Facebook de Biblio Presto ainsi que celle de Techno Culture Club. Donc, je me présente, Bianca. Je suis chargée des événements dans l'équipe alphanumérique. J'ai le grand plaisir donc d'avoir organisé puis d'animer la collation aujourd'hui. Donc, c'est quoi cette fameuse alphanumérique là, dont on parle? C'est un projet qui est porté par Biblio Presto en collaboration avec Techno Culture Club. C'est un projet national, donc on se déploie à travers le Canada en entier et on vise la francophonie parce que nos ressources sont en français, bien sûr. C'est donc un projet de formation qui sont gratuites et le but, c'est de développer les compétences numériques des gens. Et par compétences numériques, on parle vraiment d'identité numérique et identité, on comprend que c'est quelque chose de complexe. Donc, de là, le nombre de facettes qu'on aborde dans les collations, entre autres, et aussi dans nos animations. Donc, le projet est déployé jusqu'en mars 2022 et on offre des activités en ligne de par la COVID-2019 à l'heure actuelle. Donc, vous pouvez programmer des ateliers pour vos publics sur différentes thématiques, que ce soit sur la tablette, les fausses nouvelles. Les fausses nouvelles, c'est un partenariat avec 30 secondes pour y croire, donc la Fédération des professionnels des journalistes du Québec. On parle aussi de la cybersécurité. Vous comprenez un peu le topo. Donc, il y a plusieurs sujets. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur notre site alphanumérique.ca ou vous pouvez même directement nous écrire à info@alphanumérique.ca. Mais attention, si vous êtes du milieu communautaire, on cherche vraiment à offrir des formations qui sont sur mesure et qui sont adaptées à vos publics. Donc, vous pouvez entamer le dialogue avec nous en nous écrivant à l'adresse communautaire@technoculture.club. Et j'inviterai mon super technicien Charles-Édouard à réécrire l'adresse communautaire@technoculture.club dans le clavardage. Comme ça, si vous désirez nous joindre, vous pouvez entamer la discussion avec nous. Et d'ailleurs, un grand merci à ce cher Charles-Édouard qui est dans l'ombre aujourd'hui, mais qui s'occupe de la technique. Il va être présent dans le clavardage. Donc, c'est lui. Si vous avez un problème technique, vous pouvez vous adresser directement à lui dans la section discussion ou la section Q&R. Aussi, si on a un petit problème de connexion, moi j'ai des chiens, je tiens à vous avertir, je vais toujours les marcher très longtemps pour qu'ils soient morts quand la collation arrive, mais là, je sentais que c'était un peu fébrile aujourd'hui, donc si vous entendez des petits jappements à l'arrière, soyez préparés. Bon, ça ne durera sûrement pas trop longtemps, mais si jamais il y aura un problème, vous allez peut-être avoir la chance de voir le beau Charles-Édouard ou d'entendre sa voix qui va reprendre contrôle de l'écran si le problème venait à survenir. Ensuite, que vous soyez sur Facebook ou sur Zoom, on souhaite que vous puissiez prendre part à la conversation. Donc, n'hésitez vraiment pas à interagir avec nous, que ce soit avec l'onglet Q&R, discussion ou même dans les commentaires sous la vidéo sur Facebook. Donc, que ce soit des questions ou des témoignages, on vous invite à justement partager avec nous. C'est possible que vous ayez un niveau qui est beaucoup plus avancé du sujet, si vous êtes sexologue, si vous êtes intervenant. Comprenez qu'on s'adresse autant aux bénévoles dans les bibliothèques, aux gestionnaires. Donc, on a un auditoire qui est très, très large. Donc, c'est sûr que si le sujet, c'est un sujet que vous connaissez bien, enrichissez la conversation en partageant avec nous vos expériences, vos témoignages d'une quelconque façon. Donc, vraiment, on souhaite que tout le monde puisse prendre part à la conversation parce qu'on veut que ça soit un espace de partage et de réflexion qui se base sur des principes d'intelligence collective et collaborative. Donc, on n'a pas la prétention de fournir une réponse ou un mode d'emploi. C'est tellement des thématiques qui peuvent être complexes, surtout aujourd'hui. Donc, on veut vraiment mettre en lumière nos expériences puis certaines réalités
du numérique. Un autre point qui, je crois, qui est important pour aujourd'hui, c'est qu'on aborde quand même un sujet qui est sensible. Peut-être que vous avez été victime, vous connaissez quelqu'un, vous avez un proche, peu importe le degré que c'est possible que ça vous fasse vivre des émotions, que ça puisse être difficile. Donc, on va essayer de parler de ressources. Je crois en fin de conversation, on va nommer quelques ressources et chercher si vous avez besoin, justement, un centre de femmes, si vous êtes une femme. Vous pouvez aussi toujours appeler SOS Violence Conjugale. C'est ça. Il y a des ressources, donc restez pas seul avec ça. Puis on vous invite à aller chercher de l'aide si jamais c'est votre situation. Aussi, on est le lendemain de la Journée internationale des droits de la femme. Donc, vous comprenez que ce n'est pas une thématique qui touche seulement les femmes, très important de le dire, mais quand même, on voulait souligner ça avec le thème aujourd'hui. Donc, j'ai vendu ma salade à présent. Je veux dire bonjour Camille, merci d'être avec nous. Je vais te présenter rapidement, puis si tu veux rajouter quelques mots après ça. Donc, notre invitée aujourd'hui, on a la chance d'avoir Camille Chicoine-Gagnon. Bonjour. Bonjour. Qui est sexologue, qui pratique en relation d'aide et elle a de l'expérience auprès de diverses clientèles, comme des femmes en difficulté, des personnes ayant subi du harcèlement sur le milieu de travail. Et elle travaille présentement à venir en aide aux victimes d'actes criminels au CAVAC de Montréal et elle fait de la consultation aussi en bureau privé à la clinique Accès Sexologie. Donc, Camille, si tu veux nous dire un petit peu plus sur toi, je t'invite à te présenter. Oui, ben c'est un bon résumé de ce que je fais. Donc, c'est ça, tu sais, je travaille en relation d'aide. J'ai vu qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là aujourd'hui, qui est sexologue de formation. Mais c'est ça, de la relation d'aide, donc c'est pas de la thérapie. C'est vraiment de travailler plus dans le ici et maintenant. Ça se rapproche plus de l'intervention. C'est sûr que, bon, la ligne est mince là, entre la thérapie et la relation d'aide, mais c'est ça. Donc, j'aime bien avoir les pieds sur le terrain, travailler vraiment avec la problématique. Euh, oui, je fais de la sensibilisation, prévention, mais j'aime beaucoup travailler aussi là, avec quand il y a vraiment un problème actuel, comment essayer de rendre le quotidien un peu meilleur. Malheureusement, là, il n'y a pas de réponse magique, là. J'aimerais savoir une petite baguette qui régler les problèmes de tout le monde, mais c'est ça. Donc, c'est la relation d'aide. Sinon, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur moi. Parfait, merci. Je pense que justement, pour les gens qui connaissent peut-être un peu moins ça, c'est bon de comprendre c'est quoi la relation d'aide. C'est une belle définition que tu viens de nous donner. Merci. On va rentrer dans le vif du sujet parce que le temps passe tellement vite. Oui. Donc, c'est une grande question que je te pose là, mais qu'est-ce que le phénomène des cyberviolences? C'est quoi la cyberviolence, les cyberviolences? Puis est-ce que c'est pareil? C'est quoi que le harcèlement? Où est-ce qu'on trace la ligne? Tout ça, je t'invite à... Mais c'est sûr que, dans le fond, là, si on parle de harcèlement et cyberviolence, c'est presque la même chose. Il y a quelques différences que je peux aborder, mais c'est sûr que le phénomène de cyberviolence en tant que tel, c'est comme, dans le fond, c'est un harcèlement qui se fait par Internet. Dans le fond, ça consiste à l'utilisation des médias électroniques pour intimider, harceler, menacer, embrasser quelqu'un. C'est sûr que je t'ai donné d'autres exemples de comment ça peut se faire. Mais ça peut se faire là, à travers différentes plateformes. Là. Ça peut être des courriels, des textos, à travers les nombreux médias sociaux qui existent aujourd'hui. Ça peut être des sites de clavardage. Je sais pas, par exemple, en certaines bibliothèques, mais au Québec, nous, on a un clavardage à l'interne, donc ça peut se faire à cet endroit-là. Sinon, il y a les jeux vidéo, là ça, c'est moins pour le lieu du travail, là, mais des fois, il y a des jeux vidéo qu'on peut communiquer entre joueurs, donc ça peut se faire là, comme ça, des menaces, par exemple, à travers ces jeux-là. Sinon, il y a aussi la cyberviolence qui peut se faire à travers des messages textes, mais de nature sexuelle. Ça peut être des demandes répétées, puis c'est surtout sans le consentement de la personne. Après, on pourrait aussi en parler davantage à ce niveau-là. Sinon, c'est la différence entre harcèlement et cyberviolence, c'est que le harcèlement se fait via les médias sociaux. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines différences au niveau du harcèlement qui serait fait en face à face, par exemple.
C'est sûr que si on pense à du harcèlement sexuel, il y aurait, il pourrait avoir attouchement. Mais là, via des médias sociaux, on n'aura pas, c'est sûr qu'on n'aura pas de contact physique, par exemple. Donc, à ce niveau-là, il peut y avoir des différences. Sinon, aussi, il faut comprendre que tout ce qui est parti, quand on parle de cyberviolence, il faut comprendre que ça peut se faire de façon plus répétée que du harcèlement en personne. Parce que c'est tellement facile, tout le monde le sait, c'est tellement facile d'envoyer un message harcelé, texto, plein de textos, versus, par exemple, sur un lieu de travail, on est chacun dans notre bureau, on a, ben là, c'est pas en temps de pandémie, là, mais on aurait des collègues autour. Ça peut se faire de façon peut-être plus insidieuse quand on est face à face versus via des médias sociaux, ça peut se faire ça, de façon plus répétée, plus rapidement, facilement. Et après, ben, là, on va en reparler aussi, mais de propager l'information. Après de transférer des photos à plein de contacts, par exemple. Mhm. Donc, il y a ça aussi. Puis, Un résumé. puis tu as dit quelque chose, tu as parlé d'intimidation puis de harcèlement. Est-ce qu'il y a une différence entre intimidation et harcèlement? Mais c'est sûr que quand on parle de harcèlement en tant que tel, si on parle, si on se fie à la loi là, des normes du travail, ça prend 5 éléments pour parler de harcèlement aux yeux de la loi. On peut se sentir harcelé, mais par exemple, aux yeux de la loi, ça prend 5 éléments. Il faut que ça soit des conduites vexatoires. Il faut que ça soit des gestes répétés. Donc, c'est pour ça qu'on parle sans plus de harcèlement. C'est intimider. Encore là, on peut intimider à plusieurs reprises. On pourrait intimider qu'une seule fois. Aussi, quand on parle de harcèlement, je parle de gestes répétés, mais ça peut être aussi un seul geste, mais grave. Par exemple, je vais y aller dans l'extrême, mais on parlerait d'une agression sexuelle sur le lieu de travail. Ça serait un seul geste assez grave pour le considérer comme du harcèlement, par exemple. Sinon, il faut que ça soit, dans le fond, des comportements, paroles hostiles, il faut que ça soit non désiré. Parce que c'est sûr, si on parle, par exemple, d'harcèlement sexuel, la ligne est mince entre le flirt et le harcèlement. Donc, c'est pour ça que le non désiré est nécessaire là-dedans. Et puis, ça porte atteinte à la dignité, à l'intégrité psychologique physique. Donc, je veux dire, en d'autres mots, que ça amène des conséquences au niveau psychologique. Donc, harcèlement et intimidation, c'est souvent mis dans le même panier, si on veut, parce que ça soit l'un ou l'autre, ça peut se faire de façon individuelle, on peut le faire en groupe, par exemple, lors d'une réunion, que ça soit une réunion Zoom ou en personne. C'est ça qu'on revient à cyber ou en personne, c'est un peu la même chose, mais ça pourrait se faire en groupe. Tout le monde pourrait ignorer une seule personne, par exemple. Ouais. Il y a comme un concept d'humiliation, un peu l'humiliation publique qui est recherchée dans ça. Oui. Puis, aussi, je pense qu'il y a quelque chose, pendant qu'on parle un peu justement des formes de cyberviolence, est-ce que il y a quelque chose, est-ce que regarder, par exemple, je vais regarder les textos de Maude, ma partenaire, est-ce que ça serait de la cyberviolence d'aller regarder par curiosité, là, juste comme ça? Mais j'ai réfléchi, en toute transparence, j'ai réfléchi beaucoup à cette question-là. Je trouve que c'est celle que je trouvais le plus difficile de répondre. On dirait que j'arrivais avec un oui et un non, dans le sens que oui, parce que ça se ferait à cause, c'est via quelque chose de cyber, c'est quelque chose de médias sociaux, par exemple. On peut parler des DM sur Instagram. Donc, oui, ça serait cyber, mais si on parle de partenaire, ça veut dire qu'on souvent le voit en personne. Donc, les conséquences vont peut-être moins être de la cyberviolence, mais plutôt en personne. Donc, je pense par exemple à tout le temps regarder le téléphone de son ou sa partenaire en cachette. Dès que la personne est dans la douche, par exemple, on va aller chercher le téléphone pour fouiller dans tout ce qui se passe. Après, tester ça avec un contrôle de, là, ça pourrait se faire un message texte, par exemple, un contrôle, qu'est-ce que tu fais, t'es avec qui, là, après, on peut aller plus loin, qu'est-ce que tu portes, ça peut aller vraiment plus loin à ce niveau-là, mais
Donc, je pense que c'est comme un mélange des deux. OK. Mais on est quand même dans l'idée du harcèlement, puis on garde un peu les mêmes barèmes de la fréquence, de l'intensité du comportement pour voir. Exactement. OK. Ouais. Puis aussi, on pourra en reparler également, mais je pense que c'est de voir comment on se sent à travers ça. Mm. Parce que il y a dans certains couples, par exemple, il y en a que c'est pas une problématique de fouiller dans le téléphone de l'un et l'autre. Ils sont très ouverts à le faire. Mais quand ça devient comme si on est contrôlé, surveillé, qu'on n'est pas bien là-dedans, là, ça, c'est là qu'on peut sentir une problématique. OK. Puis, est-ce qu'il y a comme certains facteurs qui augmentent le risque, par exemple, d'être cyber-victimisé, de vivre ce phénomène-là? À ce niveau-là, je dirais que non. Non, dans le sens que on peut pas, ça serait comme de se créer une fausse culpabilité, de se dire c'est à cause de moi. C'est parce que j'ai publié telle photo, c'est parce que j'ai dit telle chose, j'aurais donc pas dû faire ça. J'aurais donc dû faire ça. Selon moi, c'est ça le concept de fausse culpabilité. Quand on devient victime d'un harceleur, que ce soit via des médias sociaux ou en personne, c'est facile de se dire que c'est dû à notre comportement qu'on devient victime. Mais non, ça peut être n'importe qui va vivre la cyberviolence, que ça soit le big boss, que ça soit un bénévole, que ça soit un client, que ça soit un employé, un intervenant. Je pense qu'il n'y a pas de personnes qui seraient visées particulièrement. C'est sûr qu'il y a un code d'éthique. Si on parle de quand on est au travail, il y a un certain code d'éthique à respecter, dans le sens, ma photo d'employé sera pas une photo en petite tenue ou une photo, tu sais, je vais pas aller divulguer sur des plateformes de travail des photos nues, par exemple. Mais est-ce que ça deviendrait la faute de la personne de vivre le harcèlement? Non, quand même, non. C'est comme le classique de tu t'es fait agresser parce que tu portais une jupe trop courte. Non, personne ne devrait jamais penser ça. Donc, c'est peut-être une réponse à savoir que sexologique, là, mais je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui, c'est très Oui, clair. Mais n'empêche, est-ce que tu penses qu'il y a certains groupes de la population qui peuvent être plus à risque? Euh, ben, oui, certainement, les personnes qui sont beaucoup sur les médias sociaux, tu sais, qui exposent énormément leur vie, peuvent être des cibles, j'aime pas le mot facile, mais qui peuvent être plus accessibles, par exemple, pour des harceleurs ou des gens qui veulent hacker des comptes. Quand tout est public, tout est débloqué, là, que nos photos sont partagées là, vraiment at large, de façon très large. C'est sûr que ça peut être des, des gens qui vont être plus faciles d'accès. Donc, je dirais que oui, à ce niveau-là. Si on peut penser un peu plus loin, c'est sûr que selon certaines statistiques, les jeunes sont plus sur les plateformes. C'est faux de penser que les personnes avec plus âgées ne le sont pas. Mais les jeunes le sont peut-être un peu plus. Donc, ça pourrait être des clientèles plus visées, si on veut. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis aussi, j'imagine le comportement en ligne, dans le sens que si tu partages plus sur ta vie privée que des articles de journaux, bon, c'est sûr que ça change un petit peu l'échange qui est possible puis les cibles possibles. Oui, Puis, exact. justement, mais tu as nommé un petit peu c'est quoi les technologies qui peuvent être utilisées, mais est-ce que tu as un petit peu plus de détails là, sur est-ce qu'il y a d'autres technologies qui peuvent être utilisées, des logiciels ou je ne sais pas quoi? Qu'est-ce que. Ah, comme pour les hackers, là. Ouais, oui, ouais. OK, ça, à ce niveau-là, je suis pas très... Je m'y connais moins, mais sinon, là, si on parle de plateforme, je veux dire Snapchat, ça, c'est vraiment l'envoi de photos qu'on peut penser que les photos disparaissent après, une fois qu'elles sont ouvertes, elles disparaissent, mais il y a des logiciels qu'on peut installer pour sauvegarder les photos sans que l'autre personne ne le sache, par exemple. Et après, cette photo, exemple, une photo
nu, qu'on montrerait la poitrine, par exemple. Après, qui pourrait être divulgué à tous les contacts, je pense que c'est pas souhaité. Quand quelqu'un envoie une photo d'elle dénudée, je pense pas que c'est dans le but que ça soit divulgué à tous. Donc, il y aurait Snapchat à ce niveau-là. Sinon, presque toutes les applications, on peut faire une capture d'écran de nos jours. Ça ne veut pas dire qu'on reçoit une notification disant que l'autre personne a fait une capture d'écran. Par exemple, il y a Instagram, il y a Messenger qu'on peut envoyer des photos. Sinon, il y a WhatsApp, que je me connais un peu moins, mais tu sais, WhatsApp, c'est une plateforme qui coûte rien du tout, qui peut se faire à l'international, par exemple en voyage. Quand on veut contacter des gens, qu'on veut être sur la même plateforme, WhatsApp est super accessible à ce niveau-là. C'est des exemples qui me viennent en tête. Ouais, mais c'est bon, puis merci pour la description du Snapchat, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui entendent ces applications-là sans nécessairement comprendre le caractère, le fonctionnement, l'architecture un peu. Puis ça vient un peu montrer, c'est ça, comment l'Internet, je pense, peut être un peu un facteur aggravant, parce que ça crée une pérennité de l'information. Tu parles de la capture d'écran, mais là, on ne peut plus savoir combien de personnes ont la capture d'écran. On perd un peu le contrôle par rapport à ça. Exactement. Puis justement, mais on parle un peu de l'Internet, c'est vraiment une grande question. Fait que, tu sais, tu n'es pas obligé de répondre un peu à tous les angles de ça, mais en quoi est-ce que l'Internet change justement notre rapport à notre vie intime, à notre vie sexuelle? Puis je pense qu'on peut vraiment trouver des liens avec ça par rapport aux cyberviolences, là. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, parfait. Donc, c'est ça, comme si on parle vraiment plus de vie intime et vie sexuelle, là, comme tu viens de le nommer. Je pense qu'il y a un côté qui est le fait que sur Internet, il y a énormément de choses qui sont accessibles facilement et gratuitement. On peut penser, par exemple, à tous les sites de pornographie, disons. C'est sûr que c'est des choses qui peuvent nous permettre, qui peut avoir un côté très positif, là, dans le sens qui peut nous permettre d'explorer, de tester des choses juste soi-même, avant de le tester avec les autres, de voir qu'est-ce qui peut nous intéresser, pas nous intéresser. Je pense que l'important avec Internet, de façon générale, là, pornographie ou pas, c'est vraiment de garder un esprit critique. Dans le sens, on peut essayer après de mettre en application des choses dans la vraie vie. J'appelle ça la vraie vie, mais dans le sens, dans notre quotidien, si on veut, avec des humains en interaction. Mais ensuite, c'est vraiment là, de toujours se respecter nos limites. Ça peut être facile, on peut voir plein de choses, on peut voir plein de gens partager des photos en bikini, on peut voir plein de choses, mais est-ce que nous, on est à l'aise de faire ces choses-là? On peut l'essayer, on peut changer d'idée finalement si ça nous tente pas. Ça peut permettre de vraiment découvrir des choses qu'on n'aurait pas pensé que ça peut être vraiment le fun finalement. Mais je pense que c'est de toujours se respecter là-dedans. Sinon, je pense qu'Internet amène une accessibilité au niveau des relations interpersonnelles. C'est quand on parle de vie intime et sexuelle, on peut rencontrer des gens de façon très rapide et facile. Via, par exemple, là, il y a plein de sites de rencontres là, maintenant. On peut même choisir est-ce qu'on veut pour un soir, est-ce qu'on veut une relation sérieuse, est-ce qu'on veut juste rencontrer des amis. Je veux dire, là, on parle de Tinder, Bumble, Hinge, Roots. Il y en a plein, il y a même rencontres sportives qu'on peut aller monter le Mont-Royal pour rencontrer des gens. Ça amène encore là un point positif d'une belle accessibilité, de rencontrer des gens que peut-être que dans notre quotidien, on n'aurait jamais croisé, on n'aurait jamais rencontré. Ça peut être des relations qui vont être hyper éphémères, comme on peut peut-être rencontrer l'homme ou la femme de notre vie, qui c'est. Mais je pense qu'il y a aussi parfois du négatif dans le sens qu'on peut s'exposer, s'ouvrir à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vu, qu'on ne voit pas derrière l'écran, que des fois, il y a des gens qui c'est des fausses personnes, que les photos, c'est pas des vraies photos. C'est quand même de se mettre un peu à risque aussi d'aller, par exemple, rencontrer ces gens-là en personne. Donc, c'est sûr que c'est ça. On donne un peu notre confiance à des gens qu'on ne connaît pas. Donc, je
pense qu'il y a ce côté-là qui est peut-être un peu plus risqué. Puis sinon, ben, il y a aussi le côté que, tu sais, derrière l'écran, ça baisse vraiment une gêne. Une gêne qu'on peut vraiment avoir en personne. Tu sais, il y a je veux dire, jeunes ou pas jeunes, là, mais par exemple, on n'est pas super à l'aise dans notre sexualité. Ou tu sais, dans la communication des choses. Tu sais, communiquer là, avec notre partenaire, c'est pas toujours facile, mais des fois, on devient comme sans filtre à travers les médias sociaux. On peut peut-être envoyer des photos nues que on n'aurait peut-être même pas osé se mettre à nu comme ça devant une personne en face à face. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Là. Je suis allée générale, là, mais... Mais justement, tu amènes bien le prochain point. C'est quoi les fameux sextos, là? On peut en parler. Je pense que beaucoup d'adultes, surtout par rapport aux jeunes, qui se posent des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est du harcèlement? Démystifions tout ça. Qu'est-ce que... Mais un sexto, dans le fond, ça va être à la base, un texto, c'est comme un texto. Donc, à la base, c'est un message, mais ça peut être aussi un message qui est vidéo ou un message photo. Donc, je vais quand même spécifier ce point-là. Puis, ça va être normalement à caractère ou de nature sexuelle. Du sens que l'après sexuel, hein, la notion sexuelle est très large. Le sexuel n'égale pas seulement je montre mes seins ou mon pénis. Hein. Ça peut être aussi ça peut être quand même plus large, comme des messages de séduction, par exemple. Ça peut être des demandes ou des propositions formelles. Ça peut être des partages d'envie, c'est de nommer « j'aimerais que tu me fasses ça », par exemple, ou « j'aimerais te faire ça ». Je peux donner des exemples plus concrets aussi, là, j'y vais dans le très global. Sinon, bon, photos, vidéos, ça peut être des photos de soi, ça peut être des photos de l'autre, ça peut être aussi du contenu pornographique de gens inconnus, mais que là, après, c'est de voir. Pour répondre à ta question, ça peut être des échanges qui sont très consentants. Ça peut être deux personnes qui ont envie de texter durant la journée, sont au travail, ils trouvent ça le fun de texter un peu parce qu'ils ont hâte de se retrouver le soir. Ça peut être pour pimenter notre relation. Là, à ce niveau-là, ça peut être très plaisant. Mais ensuite, il y a des textos qui peuvent devenir inacceptables ou même illégales. Si on parle, par exemple, de partage de pornographie juvénile, là, ça peut devenir illégal. De partager aussi des photos de gens qui n'ont pas donné leur consentement, de les partager, peut devenir aussi illégal. Tu as dit quelque chose d'important. Tu parles de, justement, je pense que c'est un point qui est, je trouve important d'éclaircir, le partage de pornographie juvénile. Est-ce qu'une jeune fille, par exemple, qui aurait partagé son image, pourrait craindre d'aller faire une plainte à la police si elle a produit son image d'elle qui est mineure? C'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a un côté de la réalité que c'est pas du tout pour salir l'image des policiers, là, vraiment pas. Mais il y a certains policiers ou comme n'importe quel métier, il y a des gens qui sont très accueillants, qui sont très empathiques, comme il y a des gens qui pourraient être très jugeants, par exemple, qui pourraient être justement un peu comme l'image, l'exemple de la jupe que je disais tantôt, quelqu'un qui pourrait dire, ben, t'avais juste à t'envoyer cette photo-là. Tu serais pas dans cette situation-là. Genre de commentaire qui, moi, me glace le sang, mais mais je crois que je cacherai pas que oui, il peut y avoir une crainte à avoir à ce niveau-là. Mais encore là, il faut tout le temps prendre le contexte en considération. Par exemple, d'extorquer des photos. Je veux dire, il y en a eu là, une situation récente avec une jeune fille qui a été, comment dire, dans le fond, elle parlait en chat. Je ne sais plus sur quelle plateforme exactement, avec 3 ou 4 personnes différentes. Et au final, ces 3, 4 personnes-là étaient la même personne. Okay. Donc, finalement, elle avait peur parce que une des personnes disait « Moi, je suis ton amie, puis je me fais abuser par telle personne, l'autre personne à qui elle parlait. » Puis là, il disait « Si tu
viens pas à telle partie avec moi, ou si toi non plus t'envoies pas de photos, ben là, je vais me faire battre par X, Y, par exemple. Donc, là, il y a un sentiment de peur, on envoie des photos, c'est pour notre protection, c'est des mécanismes de défense qu'on met en place pour être sûr d'être en sécurité. Puis après, ça devient une boucle. Là, j'envoie une photo. Là, est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Je veux pas me faire chicaner par mes parents, par exemple. Ça peut là, prendre une ampleur tellement rapidement, puis tellement trop grande. Mais ça reste que si on n'est pas bien dans une situation, si on a peur que cette image-là soit divulguée, on se le cachera pas, là. Il y a tellement de gens qui envoient des photos d'eux-mêmes un peu dénudés, des fois des vidéos complètes, des fois des vidéos très érotiques, mais souvent c'est fait en pensant qu'on fait confiance à l'autre. Mm-hmm. Donc après, ça c'est encore un peu le concept de fausse culpabilité, de se dire oui, j'aurais peut-être pas dû envoyer ça, sachant les risques, mais après, c'est pas mon pouvoir, c'est pas moi qui ai décidé d'aller me salir sur la place publique. Ouais. Mais là, tu amènes justement le concept de consentement, j'ai l'impression. Oui. Est-ce que tu peux nous donner ta définition personnelle? Pour toi, c'est quoi le consentement? Oui. Le consentement, c'est très large. OK? Il y a autant, comme, j'ai l'impression qu'il y a deux écoles là, par rapport au consentement. Là, il y a des gens que le consentement, c'est très clair. C'est pas gris, c'est noir ou blanc, c'est oui ou c'est non. Mais dans les faits, OK? Ça, je pense que c'est mon côté très relation d'aide, là, et approche humaniste, là, mais dans les faits, là, quand on est dans la situation, le consentement peut être une notion très grise. Du sens que, de façon générale, le consentement, c'est quelque chose qui doit être offert de façon libre, éclairée, sans contrainte, sans pression, d'être en mesure aussi de comprendre, d'être, par exemple, pas en état de consommation, d'être capable de comprendre ce qui nous arrive. Sinon, excusez les questions en même temps, mais oui, on va revenir. On arrive bientôt là, la période. Les gens qui ont leurs questions, là, on va garder patience. On a comme 5-6 minutes. J'aurais voulu répondre, mais donc, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de donner son consentement, c'est de dire oui. Mais un oui ne veut pas toujours dire un oui. Parce que, par exemple, c'est ça encore là, la notion un peu qui grise, c'est que un oui via des réseaux sociaux, par exemple, c'est un peu difficile parce que on n'a pas le non-verbal de la personne. Puis, le non-verbal compte pour tellement dans une situation. Par exemple, si je dis « Ah oui, 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 ça me tente » versus « Oui, il y a, je ne sais pas si vous l'avez vu dans mon visage, mais il y a une différence, il y a une grande différence. Donc, le non-verbal, si on repousse la personne, si on devient très, très raide, par exemple, ça peut faire comprendre à l'autre, oh, peut-être que la personne n'est peut-être pas consentante, elle veut peut-être pas que je la touche là. Puis sinon, dans le fond, le consentement aussi, c'est important de savoir que c'est à tout moment possible de le retirer. On peut être en plein dans l'action, on peut être en plein dans une conversation, dans des échanges de photos par message texte et de dire non, moi je veux plus, mais sens pas bien. Et l'autre personne doit respecter ça, doit pas insister. Le consentement aussi, c'est quelque chose qui concerne tout type de relations, que ce soit des relations ponctuelles, des relations occasionnelles ou à long terme. Ça veut dire aussi le fait que, quand je dis on peut retirer le consentement n'importe quand, pas parce que je t'ai dit oui cette semaine que je dois te dire oui la semaine prochaine. Ouais. Je pense que c'est très important aussi. Sinon, je ne sais pas, là, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais si vous connaissez Paul, la vidéo de la tasse de thé, c'est vraiment, là, sur YouTube, c'est super accessible. Mais je vous conseille de l'écouter en anglais parce qu'elle est vraiment plus cocasse en anglais. Mais il l'a en traduction française. C'est vraiment là, une des meilleures façons de comprendre qu'est-ce qu'est le consentement. Donc, je répète la phase de vidéo de la tasse. Par rapport à ça, on renvoie un courriel après, donc on va le mettre en lien dans le courriel qu'on va envoyer à l'auditoire. Encore un dernier point par rapport au consentement. Qu'est-ce qu'on fait en ligne? On reçoit une image à laquelle on ne consent pas. Les fameuses pics, pour ne pas dire le mot, je ne sais pas si vous voulez.
Oui. Comment est-ce qu'on réagit? Qu'est-ce qui entoure cette question-là? Puis même, j'irai encore plus loin. Admettons, un parent, son enfant ou un jeune reçoit une image comme ça. Comment est-ce qu'on gère ça? Mm-hmm. Mais c'est sûr que, bon, il y a des trucs, si on veut, plus techniques, qui, d'abord, on peut ignorer tout simplement ces messages-là. On peut, si on se sent capable de le faire, on peut nommer à la personne que ça ne nous plaît pas, qu'on ne veut pas recevoir d'image comme ça. Ça va être très simple là, comme conseil, mais on n'a pas toujours le réflexe de dire non. Parce que parfois on veut pas avoir l'air poche, on veut être cool, si on apprécie en plus l'autre personne, on veut pas la décevoir. Si c'est notre patron, par exemple, on veut pas perdre notre travail, donc on a peur de dire non, on a peur de dire que ça nous déplaît pas, que ça nous déplaît, pardon. On peut nommer que ça nous rend inconfortable, que ça respecte pas nos limites. Sinon, bon, avec les plateformes, on peut bloquer la personne, tout simplement. On peut la dénoncer, la report. Par exemple, Facebook, Instagram, on peut faire ça. Même sur les applications de rencontres, Tinder, on peut dénoncer la personne. On peut aussi bloquer notre profil à nous de cette personne-là. Il y a des photos, des stories qu'on appelle Instagram, les photos, vidéos qu'on peut mettre pour un 24 heures. On peut les cacher de certaines personnes. On peut faire ça aussi. Ça, c'est des exemples plus techniques. Je ne sais pas si tu veux que j'ajoute, je pense à entrecroiser des questions. Ah, excuse-moi, j'ai mal compris. Je ne sais pas si tu veux que j'ajoute des points, vu que ça a entrecroisé peut-être certains. Quand même bien. Puis peut-être, pour terminer, parce que je pense que c'est important qu'on en parle, là, des pistes d'intervention. Première mise en scène. Par exemple, si on est un intervenant, un employé de bibliothèque, n'importe quoi, et on suspecte, on n'est pas certain, on pense que quelqu'un vit des cyberviolences, du harcèlement, parce qu'on sait que c'est souvent lié. Comment est-ce qu'on peut intervenir, essayer d'amener, est-ce qu'il y a des drapeaux rouges, des signaux importants à prendre en compte? Je pense que le plus important, c'est de se montrer ouvert, de se montrer présent, de se montrer aussi sans jugement. Je pense que ça, c'est vraiment le plus important. Ça peut se faire surtout à travers des politiques contre le harcèlement. Depuis janvier 2019, il y a une politique qui est obligatoire d'être mise en place contre le harcèlement, qu'il soit sexuel, psychologique ou discriminatoire sur les lieux de travail. Et là, surtout avec la réalité actuelle, télétravail, par exemple, et oui, il y a la pandémie, mais je veux dire, tout ce qui est médias sociaux est juste de plus en plus présent à chaque heure qu'on se parle. C'est important, je pense, de rajouter un volet qui comprend les conduites qui peuvent se faire via les plateformes en ligne, qui peuvent se faire via les médias sociaux, par exemple. C'est le fait d'implanter des politiques montre que c'est quelque chose qui sera inacceptable sur les lieux de travail et que si ça arrive, on va prendre des mesures pour régler la situation. Juste de se montrer ouvert à ce niveau-là et conscient, ça peut faire vraiment une grosse différence. Sinon, après, ben, quelqu'un qui verrait une situation comme ça de harcèlement, je pense que ça peut être d'approcher la personne qui est victime, approcher la personne, comme je disais, en se montrant à l'écoute, en se montrant ouvert, de pas arriver non plus, de comprendre que la personne ne va peut-être pas être à l'aise de nous en parler, mais juste de montrer qu'on est là, ça peut faire une différence. Si dans le fond, on est témoin d'une situation de harcèlement, là, que même si on doute, c'est sûr que idéalement, là, c'est d'aller intervenir directement, d'aller tout de suite nommer qu'il y a un inconfort, qu'on pense que c'est pas correct comme situation, on pense que par exemple, la personne ne devrait pas faire ça, de juste intervenir pour sensibiliser, faire prendre conscience aux autres que non, il y a tel ou tel geste qui sont inacceptables. Je pense que ça, c'est important aussi. Si une personne se confie carrément, comment est-ce qu'on peut bien soutenir, accompagner? Est-ce qu'il y a des ressources à recommander pour un soutien spécialisé? Oui, bien sûr. C'est sûr que ça va dépendre un peu, comment dire,
de la situation. Si c'est sur le lieu de travail, il y a l'organisme où je travaillais avant, le groupe d'aide et des formations sur le harcèlement sexuel au travail, mais je tiens à dire qu'ils font aussi harcèlement sexuel, psychologique et discriminatoire. Donc vraiment, là, le GACE, qu'on appelle, c'est il y a des intervenants qui sont vraiment spécialisés pour recevoir, être à l'écoute, aider aussi pour les démarches qui sont plus techniques. Sinon, ben, l'organisme où je travaille présentement, le CAVAC, qui est le Centre d'aide pour les victimes d'actes criminels. Donc, dépendamment. Le CAVAC, il y en a partout à travers le Québec. Oui. Ça, c'est pas Exact, exact. Il y a beaucoup, beaucoup de points de service dans le fond à travers tout le Québec. Les Calax, comme Manon écrit en ce moment. Sinon, à un niveau plus juridique, il y a Juripop, qui offre des services gratuits, leur site est super aussi. Ensuite, si ça se passe sur le lieu de travail, mais dans le fond, il y a la division des normes du travail de la CNESST. C'est sûr que je vous cacherai pas que c'est pas nécessairement des intervenants. Donc, au niveau de l'écoute, j'irais peut-être moins me diriger vers eux, mais au niveau technique, ils sont spécialisés là-dedans. Sinon, là, si vous êtes syndiqué, ben, je vous invite à aller voir vos représentants syndicaux. Puis sinon, il y a le site aidez-moi s'il vous plaît.ca qui est un site bien complet au niveau de qu'est-ce qu'on fait quand on vit la cyberviolence, qu'on soit témoin ou victime directe. Donc, il y a ça. Sinon, ben, il y a la police. Hein. On peut aller faire des plaintes formelles à la police. Est-ce que c'est mieux d'aller seul ou accompagné à la police si on est victime? Ben, c'est sûr que moi, j'ai le goût de vous dire d'y aller accompagné, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas nécessairement parler de ça. Il y a des gens aussi qui ne sont pas prêts à en parler. Parce que je pense que tu vas sûrement être d'accord avec moi, mais quand on verbalise quelque chose, puis quand on verbalise à quelqu'un d'autre, ça devient encore plus réel, ça devient vrai. Puis il y a des gens qui ne sont pas prêts à le faire avant d'aller à la police. C'est sûr que quand on vit une situation difficile, c'est vraiment mieux de ne pas être seul pour la vivre, mais c'est mieux quand même de se rendre, même si on est seul, que de ne pas le faire, puis de rester avec ce problème-là. Ben, je te remercie beaucoup pour toutes ces belles recommandations-là, puis cet échange généreux. Et on va se lancer dans les questions pour avoir le temps. C'est ça, il est déjà 20. Donc, on va retourner dans le temps. Peut-être que je rajouterais juste une dernière petite chose. Ah oui, que je trouvais super... Non, mais c'est correct. Je voulais juste dire, parce que là, on parlait des témoins ou des intervenants qui voyaient une situation, mais je pense qu'en tant que victime, un petit conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez des preuves, que ce soit des messages textes, des photos, c'est sûr que des fois, c'est difficile de garder ça dans son cellulaire, mais c'est sûr que si on décide d'aller faire des démarches juridiques, d'aller dans le système de justice, c'est vraiment plus efficace quand on a des preuves. Puis sinon, je dirais de faire comme un journal de bord, de noter quand il se passe des choses. Ça peut devenir votre preuve si vous n'en avez pas comme des preuves matérielles, par exemple. Puis je dirais aussi de vous confier à à une personne de confiance pour justement pas rester avec ça. C'est correct aussi, il y a des gens qui veulent pas faire des démarches plus poussées de plaintes, tout ça, c'est très correct. Mais au moins d'aller en parler avec quelqu'un, de pas rester seul avec ça, briser l'isolement, c'est important. Parfait. Je te remercie beaucoup, énormément. Et on se lance. On commence, on va monter dans le temps. Quelqu'un nous demande, est-ce qu'on peut dire que c'est production de matériel pornographique juvénile si la jeune fille partage sa photo d'elle nue? On l'avait un peu posé tout à l'heure, mais est-ce que la jeune fille peut avoir, dans le fond, des conséquences judiciaires, elle aussi? Comme je disais, ça dépend du contexte. Dans le sens, sachant qu'elle n'est pas majeure, il y a déjà l'idée de est-ce qu'elle est consciente de ce que ça implique de faire ça. Ensuite, est-ce qu'il y a quelqu'un qui la contrôle au-dessus d'elle de faire ça? Dans les faits, je dirais que c'est encore là, c'est difficile, hein, parce que les jurisprudences, c'est tout ce qui est dans ton sentence selon la loi peut varier beaucoup. Okay? Mais dans les faits, je dirais que faut pas avoir peur d'être
reconnu coupable quand on est mineur d'avoir partagé une photo de soi nue, par exemple. Après, c'est sûr que ça peut prendre de l'ampleur si, exemple, on va inciter, pardon, tous nos amis à le faire. C'est comme notre gang de filles ou gang de gars de genre 14 ans, que nous, on se met à les obliger à le faire, on peut devenir peut-être complice. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même beaucoup de nuances à prendre en compte, là. Mais je dirais qu'à la base, non. Il n'y aura pas nécessairement de sentence pour la jeune fille ou le jeune garçon que partage une photo de lui-même. OK. Puis, il y a une question, par contre, je ne suis plus certaine de trouver le lien. On nous avait demandé, est-ce que je me permettrais d'ouvrir un courrier postal de mon ou ma conjointe? Donc, si la personne veut m'indiquer un peu qu'est-ce qu'elle entendait par là, parce que je ne suis pas certaine et je ne veux pas manquer de questions. Ensuite, on nous disait, nous avons un programme de sensibilisation pour les milieux de travail au niveau des politiques en matière de harcèlement et de violence au travail, mais aussi, nous faisons une formation en entreprise, un encadrement et nous incitons les employeurs à devenir un leader pour que non seulement le milieu du travail soit sécuritaire, mais qu'on soit apte à accueillir les victimes et les diriger vers les ressources. Donc, je pense que oui, c'est un bel exemple, ça, Vraiment, vraiment. Si tous les milieux de travail étaient comme ça, ça serait génial, ça serait rassurant. On nous a aussi demandé c'est quoi le concept de fausse vérité. Je pense qu'on avait dit ça un peu plus tôt. Je parlais de fausse culpabilité. Exact, c'est ça. Oui, ça. OK, parfait. Disons, le concept de fausse culpabilité, c'est de se sentir soi-même coupable, de penser que c'est de notre faute, de beaucoup se taper sur la tête. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais de vraiment se taper sur la tête, de se dire que si on est dans cette situation-là, c'est entièrement de notre faute. Dans le sens, comment dire, quand je disais, là, par exemple, je sais pas quel exemple prendre, il y en a plusieurs, mais bon, par exemple, notre patron qui viendrait nous porter des petits cadeaux. Des petits cadeaux de temps en temps. OK, puis on va l'accepter la boîte de chocolat. Il n'y a pas rien de problématique à ce moment-là. Puis que ça prend de plus en plus d'ampleur. Mais là, ça serait la fausse culpabilité de se dire, ben là, j'aurais pas dû les accepter, ces cadeaux-là. Si je me retrouve dans cette situation-là, ben non, parce qu'il y avait l'air innocent, les cadeaux. On peut pas le savoir qui nous en donne juste à nous. On peut pas savoir qu'on est visé. Mais là, ça serait de se taper sur la tête et de tout remettre en question. De tout remettre en question. Ensuite, on change notre habillement, on change la façon, on se maquille plus, par exemple, au travail, parce qu'on veut être sûr de pas provoquer, mais on devrait jamais faire ça. Là je parle beaucoup au féminin, je suis désolée, c'est correct. On parle de tout soi, donc c'est quand même ça le plus facile. Oui, c'est ça, mais je veux dire, après, là, un homme, par exemple, qui mettrait plus de jeans skinny parce que il va être sûr qu'on voit pas la forme de ses fesses, par exemple. Mais non, c'est comme on devrait pas se sentir coupable d'être qui on est ou d'avoir agi d'une certaine façon parce on savait pas nécessairement ce qui nous attendait. Puis on le cherche pas. Personne cherche ça. Personne cherche d'être devenir une victime. Voilà. Merci pour ce partage encore une fois généreux. J'ai une autre question un peu avec une mise en situation. En cas de suspect d'espionnage dans notre téléphone, par exemple, des inconnus qui contactent nos amis pour parler sur nous, qui essayent de toucher notre image ou autre, est-ce qu'il y a des organismes qui peuvent nous aider justement par rapport à ce type de harcèlement? Là, on dit admettons que le suspect utilise des profils mystérieux, chaque fois utilise un numéro de téléphone, sort à travers toutes les plateformes, te suit, te contrôle. Donc, on demandait est-ce que cette situation peut être considérée comme cyberharcèlement? Oui. Mais je pense que définitivement oui. Puis qu'est-ce qui peut être fait justement face à une telle situation? Ça va être une réponse très simple, mais c'est la police. C'est vraiment là, c'est les meilleures personnes placées pour élucider tout ça, élucider les mystères. Ils ont des gens qui sont spécialisés en technologie numérique. C'est d'aller voir qui a parlé à qui. Je veux dire, ça, c'est malheureusement pas des intervenantes qui vont pouvoir vous aider. On peut vous aider au niveau du support moral.
Mais au niveau de vraiment d'identifier qui est derrière les faux comptes, par exemple, ou qui vient hacker, désolée, je n'ai pas le mot en français, mais hacker le cellulaire, ça va être vraiment ça, ou il y a la sécurité publique, là, GRC, c'est tout des spécialistes à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il y a des organismes qui offrent de l'accompagnement justement dans ces procédures-là? Comme c'est des procédures qui peuvent faire un peu peur, est-ce qu'il y a des organismes qui vont aider? Ben, le CAVAC, idéalement, là, ça serait, je pense que ce serait lui qui me vient en tête le plus rapidement parce qu'on rentre dans l'acte criminel. Donc, c'est sûr que c'est moi, par exemple, je travaille à la cour municipale, donc des situations de harcèlement, j'en traite vraiment beaucoup. On traite les dossiers, mais à la cour municipale, ça, c'est des gens qui ont déjà porté plainte. Mais si vous voulez de l'aide pour porter plainte, vous pouvez appeler à la ligne générale du CAVAC. OK, parfait. Tu nous donneras le numéro pour qu'on puisse le retransmettre aux participants, s'il te plaît. Puis encore, on a un éclaircissement face à l'affaire de la lettre reçue, c'est qu'on comparait à, par exemple, lire la lettre que notre conjoint nous envoie, que notre conjointe doit recevoir, puis on lit fouiller dans le sel, ben, c'est un peu comme lire la lettre reçue par la poste. Ouais, je pense que c'est quand même une bonne analogie. Ensuite, dans un couple ado du même âge, le partage d'images au sein du couple, est-ce que il y a quelque chose qui fait que je pense, on dit, est-ce qu'il y a des exceptions quant au partage d'images au sein du couple? Mais dans le fond, est-ce que j'ai l'impression qu'on essaie de savoir c'est quoi le barème pour savoir si c'est quelque chose de sain ou de pas sain? Si c'est ça, je pense qu'on revient avec la notion du consentement. Là, dans le sens où vraiment que les deux personnes se sentent à l'aise et confiance en l'autre, qu'ils ne le repartageront pas. Ensuite, aussi de ne pas s'obliger à rien. C'est pas parce qu'une des deux personnes du couple envoie une photo plus dénudée que l'autre qu'il faut se sentir obligé de nous aussi le faire. On peut envoyer des photos un peu plus osées ou des messages un peu plus à connotation plus sexuelle, mais je pense que c'est vraiment de s'écouter, d'écouter est-ce qu'on vit un inconfort, est-ce que ça va au-delà de ce qu'on est à l'aise de faire. Je pense que parce que je veux dire, il n'y a rien d'illégal de le faire entre deux personnes. Il n'y a pas de loi qui le prescrit, là. Il y a comme, on demande au niveau de la loi pour la pornographie juvénile, justement, si c'est les deux partenaires sont consentants, si c'est punissable. Non, dans les faits, non. Ben, surtout, ça ne devrait pas être punissable parce que personne ne devrait être au courant, à part vous deux. si on reste dans vraiment la notion de relation, personne d'autre devrait les voir que vous deux. Alors, je ne vois pas en quoi la loi devrait vous filer là-dedans. Puis on a un genre de commentaire question, c'est que le commissaire aux plaintes peut aussi accompagner dans les démarches de processus de plainte. Moi, personnellement, je ne sais pas, je te pose la question. J'avoue que je connais moins le commissaire de plainte. J'aurais peut-être pu vérifier d'aller vers Juripop, vers l'aide juridique aussi pour les gens qui ont peut-être moins les moyens. Mais à vérifier au besoin pour le commissaire. Bien, encore une fois, merci pour ton temps et ton partage. Ça fait plaisir. Ça va vite. Un plaisir de t'avoir reçu. On arrive à 1h30 pile. Rapidement, je vais juste vous vendre ma salade très, très vite. Je vous dirais que la prochaine collation, ça va être le 25 mars et on va recevoir Sarah Ouali qui vient de la France. Elle reste en France, elle nous parle à distance et elle va nous parler de l'organisme qui s'appelle Les Bons Clics, qui est dans le fond une initiative pour réduire le fossé numérique en France. Donc, on va aller voir comment eux, leur structure est composée, comment est-ce qu'ils fonctionnent avec les organismes communautaires, les bibliothèques, quelles ressources sont disponibles et comment est-ce que ce modèle-là peut nous inspirer. Et ça va être la fin de la saison hiver 2021, mais printemps 2021 va être super prometteur et on va avoir un événement spécial qui va être surtout passé pour les intervenants auprès des jeunes. On va avoir la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et leur fameux projet 30 secondes pour y croire. On va avoir Camille Lopez qui va être avec nous pour parler justement des fausses nouvelles, mais vraiment avec une optique jeunesse. Donc, comment est-ce qu'on parle de ça avec les jeunes? Et on va avoir aussi le projet Someone
qui est un organisme qui lutte contre la discrimination et la cyberhaine. Donc, ça va être une saison assez intéressante, là. Soyez au courant, on va bientôt sortir les événements sur Eventbrite. Encore une fois, merci à vous. Si vous avez le temps, il y a un petit sondage de rétroaction dans les commentaires. Ça nous aide beaucoup si vous pouvez le remplir. Et vous pouvez vous inscrire aussi à notre infolettre mensuelle pour le milieu communautaire. Sur ce, un gros merci et une bonne fin de journée à tout le monde. Puis au 25 mars, j'espère. Au revoir. Au revoir.